Bonjour et bienvenue à l'émission La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Bonjour Aïda, aujourd'hui nous avons un invité fort intéressant. Moi, je l'aurais défini de façon très officielle comme un enseignant-chercheur en histoire des États-Unis, écrivain et activiste. Bonjour Fola Gadet. Ouais. Gadette, oui. Gadette, d'accord. Alors, es-tu d'accord avec ma présentation ou aurais-tu retranché, ajouté des éléments, simplifié? Écoute, moi, j'aime bien la simplicité, donc j'aurais dit écrivain et activiste, ça me va, c'est parfait. D'accord. Très bien. Alors, Fola, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, avec toi, nous allons aborder la thématique de la construction de l'homme de 40 ans. Comment réussir à se construire en tant qu'homme de 40 ans mature? Intéressant. Alors- Le terme de mature, ça ajoute un petit poids dans le Exactement, questionnement. parce qu'on peut se construire de différentes façons. Mais la maturité, dans une phase aussi qu'on qualifie de moitié de vie, on va dire, pour toi, ça représente quoi la quarantaine? Qu'est-ce que ça représente? Écoute, pour moi, ça représente un temps de questionnement, un temps où on peut se retourner déjà un peu en arrière, évaluer ce qu'on a déjà fait, on a déjà un petit parcours de vie, un temps aussi où on peut se projeter encore, hein. Et surtout, du moins, je pense à ça et je pense aussi, pour moi, je le vis aussi comme un temps de réinvention, un temps où je questionne le sens un peu de ma vie, de ce que je veux, un temps où je veux m'autoriser un peu plus à être. Donc, ouais, c'est ce que ça représente pour moi. Et est-ce que tu avais une idée de comment tu voulais être quand tu serais plus grand? Plus grand, on n'avait pas, à l'époque, quand on était plus jeune, on ne se disait pas à 40 ans, on se disait quand je serai grand. Ouais. Mais on va dire que pour nous, être grand, c'est avoir la quarantaine. Est-ce que tu te projetais déjà? Écoute, j'arrivais à me projeter. Ça me fait penser à un oncle sur lequel je me projetais. Il vivait en Guadeloupe. C'est un monsieur qui s'est réinventé aussi. Il avait un premier boulot dans une mairie. Finalement, il est allé passer un concours. Il a réussi son concours d'avocat. Il est revenu exercer au pays. C'est quelqu'un qui s'est marié une première fois avec une femme jamaïcaine. Ensuite, il s'est marié. Il s'est séparé. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Donc, il parlait plusieurs langues. C'était un homme noir conscient de son héritage et très ouvert aussi sur le monde. Un bon mélange de bon vivant, connaissant son pays et de quelqu'un de très fin aussi. Donc quand je me disais des fois, quand je le regarde, je me dis, pour un TML comme ici, souvent qu'à flex, le dit, maïe, ouais, on forme comme ça, ou bien vive à l'encas comme ça, j'aime essayer, faire sport, j'aime essayer faire sport, voyager, parler anglais aussi. Donc ouais, je me projetais vers lui, quoi. Cette image. D'accord. Et est-ce que tu as relevé des défis particuliers qui sont inhérents à cette période de vie pour un homme, que ce soit au niveau interne, personnel, professionnel ou relationnel? Est-ce qu'il y a un bouillon en fait qui se crée avec à cette période-là? Tu sais, jusqu'à ce que moi, j'arrive dans mes propres questionnements, je ne m'étais pas posé la question. D'accord. Et quand j'ai vu que mes questionnements étaient vraiment lourds, j'ai cherché à savoir ce qui se passait. Quand j'ai eu 40 ans, je me rappelle, bon, j'ai fait un anniversaire, ma mère est venue, elle a fait une surprise, j'étais ému de la voir avec du monde. C'était beau, c'était touchant, mais je ne me rappelle pas avoir été autant en questionnement. Mon questionnement a commencé à un moment donné et j'ai eu besoin de lire. J'ai lu donc Christophe Fauré, c'est un psychiatre français un psychologue français, pardon, que j'aime beaucoup. Et il écrit sur toutes sortes de thématiques. Ça va du deuil à, je ne sais pas moi, la fin de vie. Et il a écrit un livre qui s'appelle Maintenant ou jamais, la crise du milieu de vie. Et donc, ce livre, je le lisais comme ma Bible. Alors, Steve, je vais t'interrompre quelques secondes. Oui. Tu disais que quand tu as fait ton anniversaire, finalement, tu n'avais pas de questionnement particulier. Ouais. Maintenant, à un moment donné, il y a eu cette phase de questionnement. Qu'est-ce qui a induit ce questionnement? Écoute, j'ai longtemps été membre d'une communauté religieuse. Ok. Et il se trouve que j'ai eu à vivre de l'abus spirituel dans une de ces communautés. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont du pouvoir dans ces communautés et qui abusent de leur pouvoir pour te contraindre, pour parfois te maltraiter, parce qu'ils estiment, je ne sais pas, mais en fonction des raisons qu'ils ont. Donc ça m'a
poussé à remettre en question mon appartenance à une communauté religieuse. Donc, du coup, j'ai quitté la communauté où j'étais et je n'ai plus envie de faire partie d'une communauté. Je suis devenu vraiment allergique aux appartenances prison où on ne peut pas faire, on ne peut pas s'habiller comme on veut, faire ce qu'on veut. Même si j'avais négocié tout ça, mais à un moment donné, c'était plus négociable. Donc ça m'a poussé dans ces questionnements. Et je te dis que je n'avais pas de questionnement, mais à l'époque, je vivais ce truc. Je n'avais pas de questionnement sur comment est-ce que ma vie était, le modèle que j'avais. C'est après que ces choses sont arrivées, j'ai commencé à sentir des insatisfactions, un besoin de vivre autrement. Et donc, en lisant le docteur Christophe Forêt, Maintenant ou jamais, il m'a apaisé, il m'a fait comprendre que oui, le milieu de vie, c'était un moment où on mettait de côté tout ce qui était société, religion, éducation, famille, et on devenait plus des individus. Donc, je pense que voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait de la thérapie aussi. Quand j'ai senti que j'avais besoin de parler à quelqu'un à propos de mes peurs, de mes doutes, de ce que je ressentais, mais je ne pouvais pas en parler à des gens bien comme je voulais autour de moi, je suis allé vers une thérapeute qui m'a beaucoup aidé. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'en ai besoin, je vais la voir. Elle m'a aidé à aller dans les zones grises de ma vie, de faire un peu la paix avec ça et mettre un pied devant l'autre pour pouvoir vivre la vie que je veux. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce type de choses que tu as vécues à ce moment-là apparaissent en milieu de vie? Pourquoi à 40 ans ça aurait pu arriver, à 50, à 60, à 30? On a l'impression, pour avoir effectivement rencontré un bon nombre de personnes de quadrille, questionné sur certaines thématiques, que la période de 40 ans, en tout cas de la quarantaine, est vraiment empreinte de doutes, de questionnements, de remise en question, de chamboulements, de chaos. Est-ce que toi, qui as lu, qui s'est intéressé, qui s'est informé, cette période de la quarantaine représente quoi dans le développement de la personne? Alors, Christophe Forêt, lui, il dément un peu le mythe de la crise du démon de 40 ans. Il dit que ce truc est arrivé à un moment donné et il arrive à l'expliquer. Mais, ceci dit, il dit que c'est réel, que le milieu de vie amène un certain nombre de questionnements. Il ne donne pas un âge précis. OK. Donc voilà, mais ça représente une intersection où vraiment on remet en cause certaines choses, où les changements physiques aussi en nous génèrent aussi des interrogations. Et on a un peu vécu jusque-là, on a fait des choix, et il nous reste un peu de vie, donc c'est vraiment un carrefour. Quoi. D'accord, donc dans la quarantaine, pour un homme, il y a déjà des changements physiques? Parce que pour les femmes, on en parle beaucoup. Oui, il y a des changements physiques. Hein. La perte des cheveux, Delphine. Ah oui, non, mais il y en a qui perdent leurs cheveux à 25 ans. C'est vrai. On perd des cheveux, on a le cheveu qui devient blanc. Moi, en général, ça ne me gêne pas. Mais voilà, quand je suis rentré de Paris il y a 2-3 jours, j'ai eu envie de me teindre. Pas vrai. Tout noir. Si. Ah. Et donc, voilà, je l'ai fait. En plus, j'étais en tournage, mais ça me plaisait bien. Mais ça, je fuis pas ça, quoi. Hein, je suis pas dans le jeunisme. Donc, on a ces cheveux blancs qui arrivent. On sent aussi son corps, on est un peu plus ankylosé. On sent qu'on n'a pas forcément les réflexes de 20 ans, qu'on c'est sympa ça, merci de nous rassurer. Oui, qu'on fait des mouvements brusques, on sent qu'on peut... j'avais pas l'habitude de me coincer, des fois, il faut faire attention. Oui, la souplesse, là, il y a une perte de souplesse. Il y a des choses à entretenir. En fait, on réalise qu'il y avait des acquis. Ouais. On pensait que c'était acquis de pouvoir se baisser sans faire... Pour nous, c'est les mamies qui faisaient... pour se lever. On sent aussi qu'on se baisse, on sent que le corps change. Je suis partisan, en tout cas, de prendre soin du corps en faisant du sport, pas pour avoir des standards, hein, mais moi, ça m'aide, déjà, ça me déstresse et ça m'aide aussi à me sentir bien, me sentir en forme, transpirer, quoi. Et c'est un bon capital santé. Merci pour le conseil. Et tu as parlé du processus d'introspection que tu as fait accompagné d'une thérapeute. Donc, j'ai l'impression vraiment que c'était une sorte de guérison. Donc, tu as vraiment senti qu'il y avait des zones, des choses à guérir en toi. Et ça, c'est pas évident. Déjà, il faut s'en rendre compte et après prendre la décision de le faire. Et est-ce que toi, autour de toi, est-ce que tu trouves que les hommes sont suffisamment à l'écoute de leur ressenti? Peut-être pas toujours. Il y a beaucoup de mes amis, on dit qu'on fréquente des gens qui nous ressemblent, mais je trouve que une grande partie des garçons avec qui que je passe du temps, ils sont conscients de leur vie intérieure.
Ils sont pas toujours en train de se fuir, ils sont conscients. Certains croient en la thérapie, ils sont allés où ils vont. Ceux qui n'y vont pas trouvent d'autres moyens, mais ils essaient de rester un peu à l'écoute d'eux-mêmes. Je trouve qu'aujourd'hui, les tabous autour de la thérapie et des hommes ont un peu reculé sous plusieurs influences. Peut-être un peu l'influence des Noirs américains avec les réseaux où on voit de plus en plus ce genre de choses. De coach, d'accompagnement, ça genre devient... de développement personnel. Exact. Et même les célébrités qui avouent les épisodes de dépression. Ils avouent qu'ils ont eu à consulter. Je trouve que c'est une bonne chose, moi. C'est pas un truc occidental ou pas. C'est une bonne chose d'aller chercher des ressources pour mieux se comprendre et mieux être à l'écoute de nous-mêmes. Et ça nous permet aussi d'être des gens qui, comment dire, on est moins toxiques. Exact. On est moins toxiques. Bon, on a tous des choses qui peuvent ne pas plaire, hein, mais voilà, faire ce travail-là, je trouve que c'est intéressant, quoi. Avant de poursuivre, j'ai une question pour toi. Comment on sait, à tous les hommes qui ne sont pas forcément connectés à eux-mêmes, à leur vie intérieure, quels sont les signes pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur? Comment on sait que notre vie intérieure, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose il faut s'occuper, en fait? Mon Dieu. Est-ce que c'est un questionnement? Est-ce que c'est un mal-être? Comment ça s'exprime, en fait, pour se dire, là, warning, il y a quelque chose à gérer, il y a quelque chose à faire pour que j'aille mieux? Je saurais pas si je saurais répondre bien à ça, tu vois, parce que je suis pas forcément... En tout cas, à ton niveau, en fait, comment tu as su que ta vie intérieure, ce qui se passait à l'intérieur de toi en termes de ton ressenti, nécessitait un accompagnement? Écoute, c'est quand effectivement je sentais que j'avais des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. J'avais des insatisfactions aussi, et je savais que j'avais vécu un événement qui n'était pas normal. Okay. J'ai vécu quelque chose de pas normal, et donc j'étais déjà plus ou moins converti à l'idée que la thérapie, ça avait du sens, donc c'est peut-être un peu plus facile pour moi. Mais je pense que les points de départ peuvent être multiples, comme des insatisfactions, comme aussi le fait de sentir qu'aller vers une certaine émotion nous met vraiment très très mal à l'aise, ou le fait de réprimer certaines choses, certaines émotions, réprimer certaines images qui nous viennent. Parfois les images, c'est des traumas qui nous viennent, donc ça peut être un nombre varié de signes, mais je dis qu'on ait des signes ou pas, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir juste faire un point avec un vis-à-vis. Voilà, même en termes de projection. Peut-être qu'on n'a aucun problème de passé, mais voilà, en termes de projection, pourquoi pas? Ça peut passer par un bilan de compétences, ça peut passer par une consultation avec un thérapeute, mais c'est toujours bien de pouvoir essayer de faire un point, un peu d'introspection, savoir où j'en suis et où je vais. Okay. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que c'est assez... en fait, c'est holistique. Hein. Souvent, on pense que le problème n'est que professionnel, l'épanouissement professionnel, et puis on peut découvrir que finalement, c'est un accomplissement plutôt personnel. Il y a le relationnel. Dans différents domaines, ça peut transpirer. Exact. Du coup, ça nécessite effectivement un accompagnement. Quel que soit le niveau d'accompagnement qu'on choisit, on peut finalement arriver à mettre le doigt sur la cause du mal-être et de l'inconfort qu'on vit. Donc, oui, je pense. Ça vaut le coup. Ou à la rigueur, apprendre à être plus à l'aise avec ses contradictions internes. À la rigueur, on n'est pas obligé de trouver forcément des solutions, mais apprendre à vivre avec ces zones grises en nous, où on n'a pas tout résolu, quoi. Ouais, mettre la lumière dessus et puis accepter qu'elle soit là. Ouais, ne pas être trop dur avec soi. Savoir que voilà, ces choses sont là, mais on n'est pas obligé de les résoudre. Mais déjà, un point de départ, les regarder en face, c'est déjà un point de départ, quoi. Ouais, les accueillir. C'est là, ok. Ouais. D'accord. Super. Alors, je ne sais pas si je suis toujours un peu d'actualité, parce que voilà, j'ai lu un de tes livres, Quand un homme aime une femme, et il y a un concept qui m'a interpellée, c'est celui du petit garçon. Peut-on l'appeler concept? Je ne sais pas. Et tu disais, en tout cas à l'époque, il faut maîtriser le petit garçon afin qu'il ne détruise pas ce que l'homme a pris du temps à construire. Donc quand on a atteint 45 ans, ce joli chiffre rond de 45 ans, est-ce que des fois tu as l'impression que le petit garçon essaye de revenir? Est-ce que tu te sens comme un homme qui a des fondations solides dans la maturité? Ouh là là, alors c'est surtout, moi je débarque, mais c'est qui le petit garçon? Ah oui, c'est vrai, qui est le petit garçon? Non, parce que je tiens à souligner que des fois je regardais des commentaires de certaines vidéos sur les hommes et tout sur Instagram, et il y a une femme qui a parlé, il y a encore des petits garçons de 50 ans. Et c'est vrai que moi c'est une notion aussi que des fois j'aborde, je me dis oui, il y a être homme et il y en a qui sont toujours garçons même à 60 ans. Donc la notion de petit garçon. La notion de petit garçon. Bien connaître un petit peu la signification. Non, pour moi, la grande différence,
d'assumer. C'est assumer ce qu'on fait. En général, la différence entre les enfants et les adultes, c'est un peu ça. Hein, c'est être capable de diriger sa vie et assumer les conséquences de ses choix. Prendre ses responsabilités. Ouais, pour moi, c'est ça la grande différence. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, la dame qui marque les grands enfants. Est-ce que ça a trait avec le comportement amoureux des hommes? Est-ce que ça a trait avec la discipline que les hommes ont vis-à-vis des projets qu'ils ont, la discipline qu'ils ont par rapport à leur vie? Comment est-ce qu'ils gèrent leur vie, leur argent? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça... Alors, elle, ça avait attrait à la relation des hommes avec les femmes. D'accord. Mais et c'est intéressant ce que tu soulignes, c'est que ça peut être la façon de gérer ses projets, de démarrer, de sauter de projet en projet, comme certains peuvent sauter de femme en femme ou d'homme en homme, hein. Pourquoi pas aussi. Mais en fait, ça a à voir avec des comportements enfantins, je sais pas, qui sont perpétués durant l'âge dit adulte. Je comprends mieux. Moi, je suis en faveur, effectivement, d'assumer, de dire les choses, d'assumer. Bon, c'est compliqué de parler de la vie amoureuse là comme ça, mais ce qui fait la différence, je pense, c'est ça. Maintenant, je crois aussi que, en tant qu'artiste, je suis aussi un poète. Je crois qu'il nous faut garder une part d'enfant en nous, arriver à s'émerveiller devant certaines choses, garder aussi, ça c'est un autre débat, mais garder aussi cet enfant en nous vivant, parce que c'est lui aussi qui est là des fois derrière nos traumatismes, ou des fois c'est lui qui est là derrière certains projets. Donc, lui laisser une voix. Et, bon, ce que je dis, la grande différence, c'est pouvoir assumer ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait, quoi. D'accord. Et concernant le modèle de masculinité qui est remis en question, que l'on peut remettre en question, parce qu'il y a un modèle de masculinité chez nous qui est propre, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est propre à la Martinique et à la Guadeloupe, qui est un héritage toujours prégnant de l'esclavage. Après, on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos de l'esclavage, mais j'aimerais bien que tu nous parles en fait de modèle de masculinité. Toi, comment tu le perçois et comment le déconstruire et reconstruire un nouveau modèle par rapport à ton expérience et à ce que tu observes autour de toi. Tu sais déjà, j'aimerais dire qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Joëlle Kabyle qui travaille sur les masculinités en Martinique. Ça fait déjà quelques années qu'elle a mené des interviews, des entretiens, elle fait des conférences, elle a écrit dessus et elle mène un travail que je trouve très pertinent. Ce serait bien de pouvoir échanger avec elle là-dessus. De mon expérience en tant que garçon qui a grandi en Guadeloupe, j'ai fait mes études en Martinique. Bon, on voit des fois ce qui peut être problématique avec les hommes, c'est pas de rapport avec certaines émotions. Les seules émotions auxquelles ils peuvent faire appel, c'est la colère, la jalousie. Et les autres émotions, je sais pas moi, tristesse, frustration, sont vues comme des émotions dévalorisantes pour les hommes. Ce rapport avec l'autre sexe qui est un rapport de domination des fois, ou un rapport de privilège. Maintenant, je ne veux même pas parler forcément de cette histoire d'hommes et de femmes à plusieurs femmes. Je trouve qu'il y a une vraie discussion à avoir sur les modèles de couple qu'on a. Il y a une discussion à avoir dessus. Il y a aussi, quoi d'autre? On décrit souvent les hommes chez nous comme étant irresponsables, une forme d'irresponsabilité. Écoute, moi j'ai vu autour de moi des hommes responsables, hein. J'ai vu des hommes qui étaient responsables, soit par rapport à leur famille ou à leur travail. J'ai vu des comportements d'hommes responsables. Là où j'ai vu peut-être des choses qui généraient des problèmes, c'est souvent dans les rapports amoureux. La façon dont les hommes étaient, soit avec leurs femmes, ou leur comportement amoureux, le fait qu'ils avaient d'autres femmes dans leur vie. Donc, moi, voilà, c'est ce qui me vient déjà. D'accord. Tu voulais dire quelque chose, Aïda? Je demandais, est-ce que ce modèle de masculinité, donc propre, Martinique, Guadeloupe, donc dans les Antilles, lié à l'esclavage, est-ce que ce modèle-là, en quoi il impactait les rapports avec l'autre sexe? Alors, je veux croire que l'esclavage joue un rôle dans ça. L'esclavage est à la fondation de nos sociétés, donc il joue un rôle dans tout. Hein. À la fondation, nos pays ont été fondés avec ce truc. Maintenant, je ne dis pas que ça explique tout. Il y a un contexte. Il y a aussi peut-être des mœurs, des façons de voir la vie et d'être avec lesquelles nos ancêtres sont arrivés, certes qui ont transmuté, hein, on est d'accord. En quoi ça a impacté? On le voit que
déjà, tu rajoutes à ça le sexisme et le machisme ambiant qui donnent aux hommes voilà, la capacité de faire ce qu'ils veulent. Donc ça génère déjà des déséquilibres. Ça génère aussi de la violence dans les rapports et ça génère des exemples après qui ne sont pas les meilleurs. Mais je trouve que la société antillaise est en train de remettre tout ça en cause. Elle est en train de remettre en cause le concept de la femme potomitan. Elle remet en cause la façon que les hommes avaient d'être des hommes. On le voit et je trouve que c'est une bonne chose. Ramener un petit peu plus d'équité, ramener un petit peu plus de responsabilité dans tout ça sans pour autant faire mon pasteur, quoi. Ce modèle est en train de s'effriter. L'ancien modèle, Il est... on cogne durement dessus. C'est pour ça qu'on est là aussi, je pense, bien sûr. On cogne durement dessus, donc il est encore bien dur. Non, je dis pas ça, je dis qu'on entend de plus en plus de voix en Martinique, en Guadeloupe, des hommes comme des femmes qui disent « moi je ne veux plus répondre à ces attentes ». Que ça soit, j'entends des hommes dire « moi je ne veux plus rentrer dans ce modèle ». Je suis plus d'accord avec cette façon de faire. Et je parle pas seulement de cette histoire d'homme à femme. Okay. On réduit trop souvent la masculinité chez nous à cette histoire d'homme à femme, quoi. Il y a le père aussi. Oui, comment les hommes se projettent dans leur paternité aujourd'hui. On sent que voilà, il y a une évolution des mœurs, il y a des choses qui changent. Mais il faut, à mon avis, continuer à remettre en question les évidences. Il le faut, comme on le fait là. Mais justement, parce que moi j'ai la sensation en fait que ça correspond à un dépouillement. Par exemple, se dépouiller même de cet héritage familial, sociétal, que mûrir finalement, devenir cet homme mature, c'est se dépouiller. Bon, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, ce que la société, la famille, tu avais énuméré différents acteurs. Et est-ce que tu penses que finalement mûrir, c'est se dépouiller ? Quelque part, oui. Tu sais, j'aime la philosophie. Moi aussi. Je ne suis pas philosophe, mais j'aime la philosophie. Elle m'aide à donner du sens. Certains me disent, ouais, c'est l'excuse, tout ça. Non, mais non, elle m'aide à donner du sens. En tout cas, non, ce que je pourrais dire... Attends, rappelle-moi la question que tu me posais. Est-ce que devenir un homme mature, c'est se dépouiller ? Ah ouais. Je vois pas le dépouillement comme quelque chose de négatif. Je vois laisser une ancienne peau. Mais devenir mature, c'est aller vers plus de connaissance de soi, à mon avis. Mais j'ai peur de dire des bêtises. C'est aller vers plus d'acceptation de soi, plus de connaissance, d'acceptation de soi. Et je ne veux pas simplement caser ça dans les responsabilités sociétales. Dans quel combien il gagne, où est-ce qu'il travaille pas, c'est quoi son projet de... Je veux pas caser ça simplement dans ça. Pour moi, ça va de plus en plus vers ça. Et à partir du moment où il y a ces ingrédients qui grandissent, connaissance de soi, acceptation de soi, on peut mettre un pied, se dégager des attentes, des filets, pour inventer nos vies et répondre aussi à nos responsabilités si on en a, quoi. C'est comme si, alors d'un côté, à sa propre échelle, il faut descendre dans les profondeurs de qui on est et en même temps se séparer de ce que l'extérieur aura bien... Enfin, ce qu'on aura laissé à l'extérieur le soin de poser sur nous. Ce qu'on estime pas utile. Ce qu'on estime, oui, parce que c'est vrai qu'on peut pas tout remettre en question. Dans cette construction de nous, c'est ça l'idée, la maturité ou le fait de grandir ou le fait de mûrir, ça amène ça, aller vers ce qui est essentiel pour nous. C'est ça l'idée, j'allais dire coûte que coûte, mais où on comprend aussi de plus en plus notre fragilité, où on comprend que cette existence-là, elle n'est pas acquise. Moi, je l'ai compris il y a déjà quelques années. J'en parle pas de façon macabre, mais c'est vrai, je suis conscient qu'on peut ne pas être là et que la vie peut changer. Donc moi, c'est toujours un peu de l'essence pour moi pour aller vers vraiment la vie comme je veux et vivre des expériences. Ça peut paraître un peu égoïste, mais vivre des expériences plaisantes. Des expériences qu'on aime, qu'on apprécie. Je crois qu'on est là aussi pour ça. On est tellement formaté à cocher des cases, faire ci, faire ça. Courir après les objectifs qu'on s'est fixés. Exact, être là pour les enfants, si on en a, faire ci, que des fois, on est plus tenté à s'oublier. Donc je dis non, reprendre notre vie en main parce qu'on n'a pas toute la vie, justement. Oui, on n'a pas toute la vie. Et la notion de plaisir, elle est un petit peu... Même si on est dans un monde de beaucoup de plaisir, paradoxalement... Justement, dire que j'ai le droit aussi de me consacrer au plaisir, ça peut être vu comme quelque chose de superficiel. Oui. Et on culpabilise. Et on culpabilise, voilà. Et d'où je trouve l'importance de mieux se connaître, de faire un vrai travail de connaissance de soi, aller vers des ressources qui nous permettent de mieux nous connaître, de savoir de quel tempérament on est, savoir ce qui nous plaît, parce qu'il y aura toujours un peu de contradiction autour la société. Il y aura toujours des attentes particulières. Donc, moi, quand il y a ces attentes-là,
comme je sais, je suis dans un chemin, je peux me dire, OK, société, tu dis que ça c'est bien, mais moi j'ai le doigt, et pour moi c'est pas de la paresse. Tu vois, à ce moment-là, je fais ça. Et si je veux mettre cet argent-là, si je veux faire ça avec ça, ça c'est OK. Pour moi c'est OK, donc je suis l'axe, tu vois. Et ça nous donne encore plus d'autodétermination. Et puis, on n'est pas là dans un truc seul. Hein. Moi, j'ai de bonnes personnes aussi autour de moi. Ce pas des gens qui cautionnent forcément tout ce que je fais, ils ne sont pas forcément d'accord avec tout, mais pouvoir avoir des vis-à-vis de vrais gens. Et je trouve que c'est ce qui manque aux hommes, cruellement. J'en parle souvent avec mes amis, on se dit, mais tu te rends compte, mais si je ne t'avais pas, j'aurais perdu la tête. Hein. Si tu n'étais pas là, comment est-ce que je serais, dans quel état? J'ai des amis à moi qui me disent ça des fois, et on se dit, mais t'imagines, frère, il y a des gars qui vivent les mêmes trucs que nous, mais ils n'ont personne à qui parler négro. Tu te rends compte? On ne se rend pas compte de la détresse qui peut être présente chez les hommes. Parce que les femmes, naturellement, on va discuter, on va parler. Il y a les cercles de femmes, il y a les copines, il y a les cousines, les sœurs, les tatis, les mamies. Mais l'homme, dans son cercle d'hommes, est-il autorisé à montrer sa détresse? Est-il autorisé? Il y a des cercles qui le permettent, il y a des cercles qui le moquent, mais je crois que les cercles qui le permettent font tellement de bien. J'ai des amis qui sont passés par différents trucs et qu'on soit capable de se parler, de se dire, ben voilà où je me sens aujourd'hui. Mais de choses vraiment très, très intimes, que ce soit des cancers qui nous font perdre notre désir sexuel ou, je sais pas moi, des épisodes avec nos compagnes ou nos parents ou des épisodes médicaux. On peut parler de ces choses et c'est vraiment, quand je sors de ces conversations, je sens que ça me fait du bien, je me sens pas seul. Et je pense aux hommes qui n'ont pas ce truc-là. Et moi, si je vais lancer un appel aux garçons, aux hommes qui nous écoutent, je leur dirais de trouver des cercles, quitte à ce qu'ils fassent une opération, qu'ils pensent fort que ça va arriver, que ça peut arriver, mais trouver des gens, des hommes qui respectent leur vie émotionnelle, des hommes avec qui ils peuvent parler, qu'ils soient plus grands, plus petits. J'ai fait l'expérience de ça, je continue à faire ça. Hier, j'étais avec 2 de mes amis, 2 garçons, on était dans ce genre de cercle. Ce qu'on faisait pendant ne vous regarde pas, mais de se faire ça, de se parler. Les garçons ouvraient leur cœur. Des fois, ça me touche même de voir des garçons, balèzes, ils sont là, barbus, tatoués, tout ce qu'on veut. Et qui, s'en ouvrent. Oui, et moi, j'aime accueillir ça, et moi, je m'autorise aussi ça, parce que ça m'a toujours fait du bien, là, à ma santé mentale. Mais justement, parce que tout le monde, beaucoup de gens n'ont pas la chance d'avoir un ami comme toi qui peut ouvrir ce genre de porte et créer ce genre de cercle. Quel conseil pratique tu pourrais donner un jeune homme ou un homme qui nous écoute, qui se dit, ouais, moi aussi, j'aurais bien aimé avoir... Qui n'a pas de vis-à-vis. Voilà, parler avec mes potes, sans que les gars se moquent de moi. Comment il pourrait aborder ça? Se dire, bon, les gars, non, il faut qu'on discute, là. Il faut qu'on se donne une force. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je trouve qu'il y a des cercles d'hommes qui se créent déjà. Donc moi, en tant que militant, en tant qu'activiste, je dis toujours, allez vers ce qu'il y a, on n'a pas à tout réinventer. Il y a des gens qui ont déjà posé des plots. Alors, en cherchant sur Instagram, il y a des discussions entre hommes qui ont lieu en Martinique régulièrement. Ils ont des pages, ils ont une page. Je sais qu'on peut trouver ça. Ah oui, il y a Papa Géniteur, je crois. Je pense pas à eux, mais eux peuvent être aussi une porte d'entrée, par exemple. Papa Géniteur. Oui. Ça peut être une porte d'entrée. Ce sont des garçons qui sont proches de leur vie intérieure, de leurs émotions, qui font appel à plein de choses, responsabilité, maturité, bienveillance. Mais j'ai déjà été témoin de moments entre hommes qui s'organisent en Martinique. Donc, il nous faut simplement chercher sur Insta et on va les retrouver. Ce que je leur dirais, c'est de se rapprocher de ce qui se fait déjà, là où des hommes se réunissent déjà. D'accord. Et de ne pas se laisser refroidir par peut-être un accueil froid ou une impression bizarre ou une remarque zarbi. Ne pas se laisser refroidir, tenter. C'est ça. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est vachement rassurant. Je ne suis pas un homme, je suis une femme, donc on est particulièrement entouré et encadré entre femmes. On est à l'aise pour parler de ses émotions et de ses sentiments. Mais quand je t'écoute, j'ai la sensation que, 1, le questionnement est quelque chose d'important. Se questionner, remettre les choses en question. 2, la société a beau imposer ses dictates, ses pressions. L'idée, c'est d'être en phase avec soi, reconnexion à soi, à l'écoute de soi, conscience de soi. Si on ne sait pas faire... thérapie, accompagnement, chercher un vis-à-vis qui pourrait le faire. Et j'entends aussi pas de pression. C'est-à-dire que la notion de plaisir,
C'est-à-dire d'arrêter, effectivement, on veut cocher toutes ces cases, mais finalement, on n'est pas là pour toute la vie. Et si ça se trouve, tout à l'heure, c'est fini. Oui. Donc, l'idée, c'est aussi le temps présent, comme on parle beaucoup de ça, l'instant présent. C'est aussi de faire attention à ce temps-là et de le bonifier au maximum. Oui. Et moi, j'ai une question pour toi. Tous ces hommes qui te regardent parler avec cette simplicité, cette facilité, comment arriver à être serein par rapport à ce qu'ils peuvent vivre dans les domaines professionnels, personnels, social, familial, avoir 40 ans et avec effectivement être sous la pression de la société, de ses dictates, comment, quand on n'a pas les outils, comment arriver à être comme toi, même si on a envie, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, comment faire pour commencer ce travail de reconnexion à soi et de libération de pression sociale et sociétale? Écoute, déjà, je leur dirais que je ne suis pas toujours comme ça. D'accord. Ce n'est pas un ovni. Non. Je suis en interview, bon, j'ai pas de pression, je suis cool. Voilà. Donc, je parle comme ça, mais des fois, je suis pas du tout comme ça tout le temps. C'est un chemin. Ce qu'on ressent, ce qu'on voit là, c'est 25 ans. C'est 25 ans de lecture, de questionnement, de voyage, d'expérience de vie agréable ou pas. Donc, je dirais embrasser le moins agréable et toujours, effectivement, chercher du sens. Pourquoi je fais ça? Et si on n'a pas les réponses, aller vers des ressources. Ça peut être des ressources via les êtres humains, ça peut être des ressources via des livres, via les choses qu'on peut lire, via des professionnels, mais se mettre en quête. Dire, aujourd'hui, je veux effectivement recommencer ma quête et je m'ouvre à cette quête-là. Et moi, je crois qu'il y a la mystique existe, quoi. Hein, qu'on se dispose favorablement, il y a des choses qui peuvent arriver. Je dis pas que ça résout tout, hein, je parle juste de le jus qui nous met en marche, quoi. C'est de ça dont je parle. Le jus qui nous met en marche. On arrive malheureusement déjà au terme de l'émission. Et pour finir, Fola Gadette. L'idée, c'est quoi pour les hommes? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour se sentir finalement OK avec tous les questionnements qui les taraudent, notamment alors, que ce soit au niveau des objectifs, quel que soit au niveau de leur tranche d'âge. Qu'est-ce qu'ils pourraient se dire sur la vie en général et comment l'appréhender de façon à être plus serein? Je ne sais pas si j'aurais une réponse, sinon on me prendrait pour un prophète. Hein. Je n'ai pas une réponse claire à tout ça. Mais je dirais qu'on a le droit de se réinventer. On a le droit de rajouter des ingrédients dans nos vies qui nous font nous sentir mieux, qui nous aident à nous construire, bien sûr, et pas de façon égocentrique, maladive. Parfois, j'ai l'impression que parler de soi ou exprimer ses envies, c'est tout de suite être perçu comme quelqu'un d'autocentré. C'est pas comme ça que je vois ça. Mais je dis qu'on est là pour vivre de belles expériences. Il y en a qui croient qu'on est là pour autre chose et libre à eux. Mais le thermomètre de tout ça, c'est comment est-ce qu'on se sent? Parce qu'il y a des gens qui ont des recettes toutes faites et si on pose le thermomètre sur eux, c'est pas dit qu'ils se sentent super épanouis. Hein. Ils ont effectivement peut-être une morale, ce genre de choses. Mais le premier thermomètre, c'est comment je me sens, comment je peux conjuguer, comment je me sens à ce qui se passe autour de moi pour aller vers des expériences qui me plaisent. Et ça peut être différents domaines de nos vies. On n'est pas obligé d'être tout en chantier. Hein. Ça peut être un truc à la fois. Mais l'idée, c'est d'apprendre à s'accepter et s'aimer, quoi. Je crois que c'est le point de départ. S'aimer avec, tu vois, nos handicaps. Par exemple, moi, j'ai un œil où je ne vois pas de cet œil. Apprendre à s'accepter. Je crois que les gens qui se connaissent, qui apprennent à s'aimer, s'accepter, dégagent autre chose. Ils ne sont pas là en train d'essayer de prendre un truc sur vous. Oui. Ils sont plus tranquilles, quoi. D'accord. Donc, ça peut être un point de départ. S'accepter, s'aimer, se réinventer. Voilà comment s'autoriser. Et s'autoriser. Voilà comment construire un homme mature. Je pourrais même l'être humain en général. Même l'être humain. Alors oui, c'est vrai, je parle des hommes, mais voilà, mais mesdames aussi, c'est pour vous et peut-être toutes les tranches d'âge, hein, là, c'est pour tout le monde. Mais l'idée, ce qui est intéressant surtout, ce que je trouve, c'est que ça lance des conversations. Déjà, nous, on a une conversation qui va lancer des conversations. Exactement. Donc même si on ne donne pas des trucs définitifs, il y a des esprits qui sont marchés, il y a des choses qui sont... La graine est plantée. Yeah, absolument, on se parle. Ça va éclore. Merci beaucoup, Fola, de t'être confiée à nous et de nous avoir enrichis de tous ces éléments sur
sur l'homme, sur l'humain. Sur l'humain. Ok. Et puis merci aussi de nous avoir fait comprendre que se questionner, douter, ça fait partie du C'est game. OK. Yeah, Et que, Voilà. et que derrière, OK. il y a des jolies choses. Voilà. Alors, ça. merci de me donner la petite lueur d'espoir, la grosse lueur d'espoir. J'aime ta façon de voir tout ça. Merci à vous pour votre accueil et votre Avec bienveillance. plaisir. Je me suis senti à l'aise. Super. Donc, merci pour ça. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, pour Invitez-moi encore. Avec plaisir. D'accord. Donc, Alors, pour ceux qui veulent suivre tout ce que tu peux diffuser comme parole d'éveil, de sagesse, de prise de conscience, ils peuvent te suivre donc sur Instagram. Oui, j'ai une page FOLA, l'underscore, le tiret d'en bas, GADET. Voilà. Et voilà, je diffuse un peu de tout. Il n'y a pas que de la sagesse, il y a aussi de la vie, quoi. Il y a de la vie. Oui, j'ai Ah, remarqué, la oui, vie, j'ai la consulté vie. tes stories. Il y a des stories très intéressantes, il y a de la vie, je vous Je conseille comprends. vraiment. Et puis on est là pour ça. Suivez Fola. Voilà, on est là pour ça vivre. Et suivez Fola, vous allez. C'est la vie, c'est la vie. Merci. Et voilà, c'était la vie 4.0 et c'était sur. Fusion TV. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs de Fusion. À bientôt. À bientôt.